On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Annonce importante à Saint-Jean-sur-Richelieu, soit la construction d'une maison des aînés qui sera prête pour 2022. Évidemment, le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux, en est extrêmement fier. On le reçoit à cette émission. On va parler de ce sujet, mais également de d'autres priorités qui l'attendent, bien sûr, pour les 2 autres années du mandat qui est en cours. Les députés sont en relâche de l'Assemblée nationale, mais pas en vacances nécessairement. Aujourd'hui, on reçoit le député de Saint-Jean à Québec, Louis Lemieux, qui est à Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Salut, Éric. Et d'ailleurs, il y a quelques jours à peine, il y avait quand même une annonce drôlement importante. C'est cette fameuse maison des aînés. Je pense qu'il y avait une certaine fierté, disons, à piloter ce dossier de cette annonce. C'est quoi l'enjeu principalement de ce dossier-là? C'est une énorme fierté parce que l'enjeu est énorme. Parce qu'on est une des régions, et dans la Montérégie, une des régions qui a le plus de demandes pour des places. Ouais. Et en Montérégie, on est probablement là où il en manquait le plus. Donc, d'obtenir des places en maison des aînés, c'était juste un juste retour des choses, là. Mais c'est vraiment un nouveau concept, la maison des aînés. C'est une nouvelle façon de voir et de faire les choses, une énorme ambition. Je ne cacherai pas que Marguerite Blais nous a aidés à avoir cette ambition-là, mais le premier ministre l'a appuyé au point où ça va même plus loin que ce qu'on aurait pu espérer il y a 2 ans, parce que ça fait pas 2 ans qu'on est élu encore. Et avant la fin du mandat, en 2022, il va y avoir à Saint-Jean une maison des aînés, mais avec 192 places. C'est énorme. On annonce en ce moment des maisons de 16 places, 24 places. Nous, on va avoir 192 places en maison des aînés. Et ça, pour moi, c'est probablement l'annonce du mandat en ce qui me concerne, là. Quand on regarde à la grandeur du Québec, ce concept que vous désirez implanter des maisons des aînés, nous, Saint-Jean, on se situe où dans les différentes demandes ou ouvertures potentielles ailleurs? Bien, c'est pas compliqué, les chiffres parlent. Dans la première vague, il va y avoir pour 2 milliards de dollars, 2600 places. En partant, on part avec 192 places à Saint-Jean, et c'est pas terminé, là. Ça, c'est Saint-Jean, mais on sait que les CHSLD et les maisons des aînés, c'est plus régional. Donc, il va y avoir des maisons des aînés pas si loin que ça, qui vont nous aider aussi à équilibrer l'offre et la demande pour des places de longue durée, de soins de longue durée en Montérégie. Mais c'est parce que c'est une vision d'avenir par rapport à... C'est pas un hôpital dans lequel on dit au monde « essayez de vous faire un milieu de vie ». C'est un milieu de vie dans lequel il va y avoir des services hospitaliers. Et ça change la donne, là, ça change tout. D'abord, c'est jamais plus que 2 étages, on s'entend. Dans chaque maison des aînés, pour chaque groupe de, je me souviens plus combien, là, 96, il va y avoir au moins 2 chambres réservées à des couples. Il va y avoir au moins une chambre réservée aux familles qui viennent visiter pour la nuit. Il va y avoir aussi, où il n'y aura pas, ça c'est important, des moins de 65 ans. On change complètement l'approche des soins de longue durée et on va commencer avec des gens, bon, on ne les a pas choisis là, ça va prendre encore 1 an avant qu'on puisse ouvrir le processus pour accorder ces places-là, mais on commence avec des gens qui sont en début de retraite avec des besoins de soins à longue durée pour vraiment les installer, là. C'est quoi la différence entre une résidence privée et le CHSLD puis la maison des aînés? C'est probablement bien placé comme gestuelle de votre part, parce que c'est probablement quelque part dans le milieu. Effectivement, si on pense qu'il y a seulement une personne par chambre, sauf les chambres pour couple, air climatisé, une douche par chambre et tout ça, on n'est pas loin là, de ce qu'on imagine qu'on retrouve dans certaines résidences. Donc, entre le CHSLD qui est... On ne peut pas dire le passé, Éric, parce qu'on en a énormément et on va les garder aussi longtemps que faire se peut, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup. Notre espoir, c'est qu'à chaque vague de maisons des aînés, on finisse avec plus de lits en maison des aînés qu'en CHSLD. Mais au-delà des 2600 places en maison des aînés, il y a aussi une énorme quantité d'argent réservée à refaire une beauté, disons-le comme ça, à 2500 places en CHSLD, parce qu'il faut. Donc, les CHSLD ne sont pas appelés à disparaître? À terme, oui, j'espère, mais à long terme. À très long terme. À très long terme. Mais parce que là, si... La difficulté d'ouvrir des maisons des aînés, là, c'est les terrains. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle... C'est pas parce que j'ai été plus brillant que les autres députés qu'on a annoncé une des premières. C'est que le 6 Montérégie-Centre
avait à sa disposition à Saint-Jean des terrains qui faisaient en sorte qu'on n'avait pas besoin d'aller magasiner des terrains. Il y a des régions où on va avoir énormément de misère à trouver les terrains. Ça va être plus long. Et donc, parce qu'on va baisser en étage, on est à 2 étages. Alors, sur un terrain, on prend par exemple Gertrude La France. Ouais. Bon, bien, déjà, on a plusieurs étages. Là. C'est différent pour la même quantité de terrain. Donc, ça, c'est une nouvelle façon de voir, de faire, mais en même temps, des difficultés pour implanter ça. Mais à terme, j'espère qu'on va vivre le jour où il n'y aura plus de CHSLD et que tout le monde va être en maison des aînés. Le projet dans le comté de Saint-Jean va se faire justement dans le secteur Saint-Luc. Oui, à côté de Gertrude de la France, ce boulevard Saint-Luc. Donc, il y a suffisamment d'espace disponible pour bâtir cette maison des aînés. Oui. D'abord, en fait, on a une maison double. Là. Quand je parlais de 192, puis je disais que c'est énorme, là, en gros, une maison des aînés, ça va être 96. On a donc un modèle double. Double. Parce qu'on avait de la place. Ouais. Et je ne vous cache pas que j'ai regardé les plans, puis j'ai demandé au PDG du 6, je ne dirais pas de place pour une troisième. Puis il m'a répondu oui, puis est demandé déjà. Parce qu'effectivement, on a le terrain, donc on va s'en servir. Parce que quand on regarde un peu le secteur des lieux, bon, il y a le Carrefour Douglas, il y a d'ailleurs des nouvelles résidences privées qui ont poussé là, en hauteur. Tout près. On a Gertrude de la France, et bon, et à l'arrière, dans le pourtour, là, on voit qu'il y a un peu d'espace à l'arrière, là, si on veut. Là. Et effectivement, ce serait un projet dans la deuxième vague des maisons, mais là, on va commencer par en distribuer dans toutes les régions. Qui va se qualifier pour aller là? Ça va être le même principe et le même processus qu'on a en ce moment quand vous avez besoin d'une place en CHSLD. C'est le CLSC qui va faire les premiers contacts, qui va essayer de voir la disponibilité près de chez vous, tout ça. Ça va être le même principe. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, on va commencer avec des gens en début de processus, l'idée, c'est on veut leur donner le temps de s'installer et de donner aux maisons des aînés et à ses résidents la chance de grandir. Donc, on parle de personnes qui sont en début de perte d'autonomie? Là, on est peut-être dans une partie très, très pointue du langage, mais essentiellement, ça sera pas en bas de 65 ans, parce qu'il y avait un problème. Pas un problème, mais les CHSLD avaient souvent des résidents qui étaient des handicapés et qui avaient besoin de place. Ça existe au Québec de longue date. Mme Blais a annoncé qu'il y aurait des maisons pour eux seulement. Donc, il va y avoir des maisons pour les moins de 65 ans qui ont besoin de soins de longue durée. Et donc, dans les maisons des aînés, seulement 65 ans et plus. Et là, oui, le processus, d'ici un an, on va voir un peu partout au Québec une ouverture vers qui va aller s'installer là. Mais ça ne sera pas tiré au hasard. C'est parce que le CLSC va juger qu'ils ont besoin d'un service de longue durée, de soins de longue durée, puis on va les installer là. Et tout ce principe de maison des aînés, bon, qui a été propulsé, entre autres, par Marguerite Blais, puis on l'entendait, entre autres, durant la campagne électorale, ça vient d'où? Ça émane d'où, ça, ce projet-là? Tout ce qu'on entend au sujet des soins des aînés qui nous fait mal, qui nous fait de la peine, qui nous fait avoir honte. Il faut se le dire. Là. Il y a des CHSLD, ce n'est pas les gens le problème, c'est les lieux, c'est le contexte, c'est la quantité, c'est quand tous les lits sont pris. Bon, tout ce contexte-là faisait en sorte que Mme Blais n'a pas convaincu le premier ministre, mais a travaillé avec le premier ministre pour voir comment on pourrait aller vers mieux, vers plus. C'est un slogan de campagne électorale, mais c'est aussi la nature de ce qu'on essaie d'être. On veut donner mieux aux aînés. Et les maisons des aînés, c'est une façon de dire, vous n'êtes pas juste parqué dans un hôpital, vous êtes dans un milieu de vie. Et hospitalo-centrique, je ne pensais pas qu'on pouvait dire ça, mais c'est ce qu'on entend. Quand on va aux réunions de 6 avec la ministre, là, ça ne sera pas hospitalo-centrique. Ça a l'air de rien, mais ça conditionne tout ce qu'il y a à l'intérieur des CHSLD. C'est des hôpitaux. Là, on va avoir des maisons dans lesquelles il va y avoir des services hospitaliers. C'est un 180 degrés. Moi, quand j'ai compris ça, puis quand j'ai compris le pourquoi puis le comment, j'étais honnêtement très fier, ému même, parce que c'est la moindre des choses. Bon. Tantôt, je posais la question à savoir, est-ce qu'ultimement, les maisons des aînés vont finir par remplacer les CHSLD? On comprend qu'à très, très, très long terme, c'est ce qui est visé. Mais prenons l'exemple ici, localement, avec Georges Faneuf. Bon. Quel est l'impact? Est-ce que l'ouverture de la Maison des aînés en 2022 à Saint-Luc va entraîner la fermeture de Georges Faneuf? Oui, mais non. Parce que si tout va bien, et c'est mon autre gros dossier, maintenant que c'est réglé, la Maison des aînés, je suis en train de travailler sur Georges Faneuf.
Et ce qu'on veut essayer de faire avec Georges Faneuf, c'est de les reconstruire, mais pas sur place, parce qu'on s'imagine tout de suite là, que ça ne fonctionne pas, mais à brève échéance. Il va falloir sortir les 125 ou 100 quelques résidents de Georges Faneuf. L'immeuble ne tient plus la route, là. C'est plus possible de... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver une formule pour les sortir. Et ça ne sera pas nécessairement en maison des aînés, parce qu'on a besoin de ces places-là. Donc là, c'est pour ça que Marguerite Blais parlait de reconstruction. Sinon, sur le même terrain, ailleurs, dans une formule, oui, CHSLD, comme on le disait, c'est pas fini, les CHSLD, on aimerait construire juste des maisons des aînés, mais on s'entend, là, c'est pas mal plus cher. Un lit en maison des aînés, un lit en CHSLD, là, c'est une énorme différence. 2 milliards, c'est de l'argent, là. Et cet argent-là, on a décidé de le mettre parce qu'on veut aller vers ça, mais il y a une transition. Une fois qu'on règle l'avenir de Georges Faneuf, on fait quoi avec le bâtiment? C'est le dossier qui est sur mon bureau. J'ai lancé au moins une trentaine d'appels dans la communauté à toutes sortes de monde pour dire, pouvez-vous commencer à imaginer ce que vous feriez ou ce que vous demanderiez si on vous disait que le terrain était disponible? Il y a un énorme problème, c'est l'amiante et l'état des lieux. Et la volonté que tout le monde a partagée avec moi, qu'on voudrait au moins garder la façade minimalement, même si ce n'est pas patrimonial A1, la moitié de Saint-Jean est née là. C'était le premier hôpital de Saint-Jean. Et il y a, tant qu'à moi, probablement à cause du quartier aussi, une bonne raison là, de garder la façade. En tout cas, j'espère être capable de faire au moins ça. Surtout la façade arrondie sur Longueuil. Oui. Parce que la façade sur Jacques-Cartier, bien, elle a été refaite avec le temps, puis tout ça. Alors, ça va ensemble, ces deux dossiers-là. Mon premier dossier le plus urgent, pardon, et le président du CIS travaille là-dessus en priorité, c'est de trouver une formule pour sortir les 125 résidents, les amener ailleurs. Et à partir du moment où on fait ça, en même temps, dire il faudrait faire quelque chose ici pour la communauté. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Bon, ça coûte cher démolir un immeuble comme ça avec ce qu'il y a dedans comme amiante et tout ça. Donc, il y a des formules, et c'est pour ça que j'ai lancé un appel à tellement de monde, commercial, résidentiel, habitation, coût modique, communautaire. Il y a sûrement quelqu'un, quelque part ici, qui va accepter de piloter, pas mon projet, parce que on se comprend là. Si c'est moi qui pars avec le projet, ça veut dire mon projet, c'est pas ça l'idée. Il faut que ce soit le projet de la communauté et que les leaders de la communauté disent, en plein centre-ville, on veut ça, là. On veut faire avec ça ce dont on a besoin pour les 30, 40, 50 prochaines années. Là. Restons dans le même circuit. Oui. Maison Boutier. Oui, et juste êtes-vous passé chez le notaire? Moi, non. Le maire, es-tu passé chez le notaire? Je ne sais pas. Mais j'ai vérifié, tout est en train de se faire. En fait, la première fois qu'on m'en a parlé, puis ici, c'est devenu une saga, là. Désolé si vous êtes tanné de la Maison Boutier. Puis j'en ai parlé au Parlement aussi, hein, en disant... Je vous reviens avec la suite, mais je n'ai pas encore la suite. Mais la première fois qu'on m'a appelé, c'était parce qu'on voulait brancher de l'électricité, rebrancher l'électricité à l'intérieur de la maison pour être capable de placer ce qu'il fallait pour la sécurité puis l'alerte en cas d'incendie, parce qu'il y en avait eu plusieurs. Ça a été fait là, dans les semaines qui ont suivi l'appel. Et depuis ce temps-là, j'ai demandé au PDG du CIS, pas plus tard la semaine dernière, pendant qu'on parlait de la maison des aînés, il dit « Moi, en ce qui me concerne, tout est fait. On ne peut rien avoir là-dedans. » Donc? Bon. Donc, ben, c'est à M. Coulombe et à l'Hôtel de Ville de régler les détails. Et là, sans le savoir, M. Latour, vous venez de poser la question à 100 000 $, parce que tant qu'il y avait Georges Faneuf à côté, la maison Boutier, elle devenait une espèce d'appendice. Là. Bon, je ne sais pas ce qu'on allait faire avec. M. Coulombe a des visées sur ce qu'on pourrait faire avec la maison qu'il va rénover et redonner à la ville. Mais là, si on construisait autre chose, là, si on démolissait Georges Faneuf puis on construisait autre chose, il y a un monde de possibilités avec la maison qui est là. Moi, j'entends du monde au musée qui me disent « On a besoin de la place, nous autres, puis on pourrait... » Il y a plein de monde qui pourrait vraiment se servir. Et ça, c'est vrai, là. Se servir de cette opportunité-là pour créer un projet qui est communautaire, social, commercial, habitation. Moi, je rêve d'une espèce de révolution, que tout le monde à Saint-Jean qui dit « Moi, je veux mon bout de Georges Faneuf, puis je veux faire de quoi avec ça? » Bon,
juste pour terminer sur la maison Boutier, Oui. c'est ça, à la dernière entrevue, Oui. le maire, il nous disait, écoutez, on n'est pas passé chez le notaire Ah, encore, non, fait qu'un pas à c'est nous pas- autres, là. Mais il est plus en cours que chez le notaire, le maire, de ce temps-là. Fait que, Oui. ben, c'est ça. Ça, Il n'a c'est peut-être vous pas eu qui- le temps, lui non c'est plus. vous qui le dites, Il n'a pas moi. peut-être pas eu le temps, lui non plus. Là. Je veux dire, non, sérieusement, on s'était reparlé après ma dernière présence Ouais. ici, puis il m'avait resservi le. Ça n'a pas été chez le notaire. Je dis, monsieur le maire, pas moi qui vais aller chez le notaire. Organisez-vous avec M. Coulombe, puis je ne sais pas qui, puis allez-y. Là. Je ne sais pas si c'est fait. Mais le dossier est, entre guillemets, réglé de la part du propriétaire de l'immeuble qui l'a donné à la ville pour $1 et quelques cases de stationnement, soit dit en passant. Et à partir de là, ben là, ils vont s'organiser pour que M. Coulombe puisse la rénover et la redonner à la ville. Bon. Vous avez fait allusion au maire et à ses ennuis judiciaires. Je vous ai entendu à la radio il y a quelques semaines indiquer qu'évidemment, Québec prend acte de ce qui se passe en ce moment, mais n'a pas l'intention d'intervenir directement. On devrait avoir des nouvelles de ce fameux jugement là, dans les prochains jours, prochaines semaines, à savoir si la suspension sera effective ou non. Il y a évidemment les dossiers devant la CNESST, dossiers en harcèlement psychologique. Quel est le regard du député sur ce qui se passe dans sa ville principale, qui est Saint-Jean-sur-Richelieu, qui politiquement ne va pas bien? Je résume ainsi, là. C'est embêtant. C'est embêtant, et je le savais en arrivant, mais j'avoue qu'avec le temps, c'est très embêtant. On parlait du projet de relance du terrain de Georges Faneuf. Je vous ai dit que je ne voulais pas que ce soit mon projet. Pensez-vous que je suis vraiment capable de travailler avec n'importe qui à l'hôtel de ville en ce moment pour que ça devienne leur projet aussi? Je ne pense pas. Vous avez fait une grimace, là. Et effectivement, C'est un contexte difficile. Disons. Voilà, voilà. Puis je le comprends, là. Tu sais, politique 101, là, on s'entend. Sauf que c'est embêtant. Et je ne peux pas réclamer à tous les jours à la ministre, et je ne le fais pas, la ministre des Affaires municipales, de régler ça parce qu'elle n'a pas sur la table ce dont elle a besoin pour intervenir. Donc, elle n'intervient pas. C'est pour ça qu'il y a la commission municipale. C'est pour ça qu'il y a toutes les instances décisionnelles et juridiques dont vous parliez qui font leur travail. Et je vous avoue que j'ai hâte aux élections, puis je ne pense pas aux miennes, je pense à celles du municipal. Ça s'en vient. Bon. Parce que souvent, quand on regarde les cas de harcèlement psychologique, souvent le premier, disons, la première mission de l'employeur, c'est de s'assurer que le harcèlement cesse immédiatement. Or, évidemment, le maire n'est pas un employé comme les autres. Ce n'est pas un employé où qu'on peut changer de département ou qu'on peut suspendre ou peu importe. Bref, il relève, dans le fond, de la population qui l'a élu. Et bon, et ça, c'est parti. Et il est légitime, à ce de sens-là. 4 ans. Tout à fait. On oublie que le maire est élu, puis que Tout à les fait. conseillers sont élus, puis que ce n'est Tout à pas fait. un rapport entre les deux, là. Donc, Bon, mais en même temps, les villes sont des créatures du gouvernement. Donc, ultimement, le gouvernement pourrait décider d'agir. Or, c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on faisait référence à un cas de possible récidive de la part du maire à l'égard du directeur général dans une réunion qui s'est passée il y a quelques semaines. Donc, si le mandat, c'est de faire arrêter le harcèlement immédiatement et que la ville n'est pas en mesure de le faire parce qu'on ne peut pas démettre le maire de ses fonctions, à quel moment le gouvernement va-t-il agir? on peut-tu prendre ça à 180 degrés puis dire que le gouvernement a déjà agi en présentant une loi pour essayer de donner ce que ça prend Le projet de loi 49. aux personnes concernées à l'avenir? Je suis désolé, c'est à l'avenir. On ne peut pas tout faire avant de... Bon. Mais je pense que là, il y aurait la solution et il y aurait ce qu'il faut pour passer au travers dans le cas de tout le monde, dans le cas des personnes intimées, puis dans le cas des personnes accusées. Mais ça, c'est une loi qui s'en vient. Malheureusement, elle n'est pas rétroactive, puis malheureusement, on ne peut pas invoquer cette... Mais je pense qu'on peut invoquer l'esprit de la volonté du gouvernement d'adopter cette loi-là pour dire, bien là, c'était aussi en réponse à ce genre de situation-là qu'on vit ici. Donc, il y a peut-être moralement un début de quelque chose. Mais non, je vous le répète, et vous n'êtes pas le premier à me poser la question, pour l'instant, la ministre ne peut pas intervenir. Ce serait de violer à quelque part la légitimité des instances, là. de tout le monde et des instances qui sont invoquées et qui ont à intervenir. Donc, à ce moment-ci, non, mais ça commence à être long, là. Hein, vous ne trouvez pas? La justice est ainsi faite. On n'a pas un système qui est très rapide. Hein? Pour tout le monde, d'ailleurs. Pour toutes les personnes concernées, ceci dit. Mais moi, ça m'a toujours fasciné. Parce qu'il y a toujours... Depuis que je suis élu, on dirait que j'ai mûri. Et on m'avait toujours dit ça, les avocats me disaient toujours ça. Tu sais, Louis, le système, il est fait pas pour arrêter tout le monde,
Mais au contraire, pour être sûr qu'on n'arrête pas les mauvaises personnes. Là, on parle de criminels, là, ça n'a rien à voir avec la situation à la municipalité. Mais au bout du compte, la loi, c'est ça. C'est de protéger tout le monde, y compris et surtout les innocents. Ce qui est long, par contre, évidemment, c'est les délais d'audience et les délais de décision. Je pense que c'est ça. Parce qu'on n'a pas un mauvais système de justice. On a un système de justice qui est juste long pour tout le monde. Et toutes causes confondues, ceci dit. Là. Mais vous savez, on n'en parlera jamais ici parce que ça ne fait pas les manchettes, là. Mais il y a un projet de loi avec la ministre de la Justice sur le système pénal qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin en commission parlementaire. Et c'est fascinant à la vitesse à laquelle les choses vont. Ça va assez rondement quand tout le monde veut. C'est pour ça que je suis tellement content qu'on ait déposé une proposition de réforme parlementaire, parce que quand on ne veut pas, et quand je dis « on », je parle des oppositions dans le cadre, entre autres, de la loi 40, bien là, il n'y a rien à faire. C'est le blocage. Et c'est ça qu'on a vécu au Parlement, puis c'est pour ça que ça a fini en bâillon. Quand on a déposé... Moi, je me suis levé en chambre pour dire, pendant le débat sur la loi 40, est-ce que c'est nous qui forçons l'opposition ou est-ce que c'est l'opposition qui nous force à l'adopter par bâillon? Et poser la question, c'est y répondre, puis au final, la réforme parlementaire pourrait tout régler ça. Mais ça, la réforme parlementaire... C'est un autre paire de manches. Oh, voilà. Bon, mais il y a de la volonté. Tous les partis veulent. Bien, justement, parlons de ces réformes importantes en éducation. Oui, il y a l'abolition de la démocratie scolaire comme on la connaissait, mais il y a d'autres choses dans ce projet de loi-là également. Pour le futur centre de service qu'on appelle encore la commission scolaire des Hautes-Rivières. C'est fait depuis le 8 février. Là. Comment entrevoyez-vous l'avenir des prochaines semaines et des prochains mois? Autrement dit, d'ici la rentrée scolaire en septembre, entre maintenant et septembre, craignez-vous qu'il y ait des impondérables, disons? Non. Ce que je crains, c'est que les gens qui ont le nez dedans, là, les parents, puis ceux qui étaient très actifs, là, soient inquiets parce que... Ils sont dans une certaine mesure dans l'inconnu. N'importe quelle réforme, il y a de l'inconnu. On résiste au changement, c'est pas pour rien, c'est par nature. Donc, les parents, même ceux, et j'en connais plusieurs qui voulaient la réforme, sont maintenant un peu épeurés en disant, bien là, on n'avait pas compris ça, on n'est pas sûr de ça. C'est un processus. La transition va s'assurer pendant les plusieurs mois de transition qui nous restent que tout le monde va jouer son rôle. Est-ce que ça va être un orchestre qui joue sans fausses notes en septembre? Je ne pense pas, mais ça se passe toujours avec un certain nombre de fausses notes en septembre, quoi qu'il arrive. Bon, il y a un budget qui s'en vient. Oui, 8. Il y a aussi 10 mars. Il y a aussi un printemps et un été ou un automne où il y a beaucoup de travaux. Avez-vous dressé votre liste d'épicerie, entre autres, auprès du ministère des Transports du Québec? Oh mon Dieu, ça fait longtemps. C'était en dessous de l'arbre de Noël, ma liste d'épicerie. La liste d'épicerie du budget, elle est pluriannuelle, on va le dire comme ça. Que ce soit pour le MTQ ou l'éducation, parce que j'ai rencontré la nouvelle direction du centre de services scolaires. On a regardé les projets d'immobilisation qu'il y avait. Ça, il faut que ça se retrouve dans le projet le PQI, les immobilisations. C'est pluriannuel, mais ici, ça presse. On va avoir beaucoup de besoins très pressants et au secondaire. Vous savez qu'on l'a déjà au service professionnel. Donc, toutes ces demandes-là sont en partie dans le budget, des fois sur plusieurs années, des fois moins. Pour le MTQ, il y a tellement de travail qui va être fait que le problème, ce n'est pas d'obtenir qu'on fasse un chantier ou un autre, c'est d'avoir le personnel et la main-d'œuvre, parce que la pénurie de main-d'œuvre est en construction aussi. Donc, c'est de pouvoir mettre ces chantiers-là en construction. Et il y a une affaire que, je ne sais pas combien de temps il nous reste, là, mais il faut que je fasse une petite parenthèse. M. Dubé, qui est venu annoncer les maisons des aînés avec moi, il a répondu à la question « Combien ça va coûter? Combien ça vaut les maisons des aînés? » Et depuis le début, Christian, il garde le cap, il dit tout le temps « Si je vous dis combien on va mettre, il y a des grosses chances que les offres, les soumissions, ça soit ça. » Fait qu'on ne vous le dira pas. Donc, c'est ça pour tout le reste, y compris les travaux de construction de routes. Dernière question. Oui. Quand la voie navigable du canal va ouvrir au mois de mai, est-ce que le pont, ça va-tu y prendre 10 minutes lever, 10 minutes descendre ou 1 minute lever, 1 minute descendre? Je pensais que je m'en sauverais de celle-là. C'est pour ça que je faisais du temps pour essayer d'accoter ça, dans le fond. Là, je ne sais pas, mais j'ai rendez-vous, comme tous les députés, avec leur direction régionale du MTQ cette semaine pour les annonces, justement. Il y a encore des travaux. La programmation. Oui. Et il y a tellement de travaux que je commence à penser que c'est ça, puis c'est la réponse que j'attends. C'est aussi ça qui fait en sorte qu'il y a eu des dépenses
dépassement de coûts aussi. Oui. Parce que veut pas, Ouais. s'il n'y avait pas eu ce problème-là, ça serait réglé. Si c'était réglé, il ne continuerait pas de travailler puis de payer. Donc ça, j'ai hâte de savoir ça et je n'ai pas la réponse pour le dépassement de coûts, mais je soupçonne que mon instinct n'est pas pire, que c'est à cause de votre système. Combien de temps ça va prendre pour lever puis baisser? On ira minuter ça ensemble, Éric. Puis je ne sais pas. Je ne le sais pas. Louis Lemieux, merci. Bienvenue. Bon retour à Québec. À bientôt. Oui, pour le budget, justement, le 10 mars. Salut. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on va-tu s'entraîner? Oui, avec Goyette 360, Stéphane Goyette qui est avec nous pour un show complet. Ça, je t'ai pour dire, t'es donc bien un impoli, toi, l'appeler Goyette. Non, non, Stéphane Goyette Goyette. 360. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Lundi, le 9 mars, conférence pour parler du service Amitié Plus qui vise à briser l'isolement. C'est présenté dans le cadre des activités de l'AQDR du Haut-Richelieu, donc l'Association québécoise de défense des droits des retraités et des pré-retraités de la région du Haut-Richelieu. Entre-temps, n'oubliez pas qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville et l'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et si vous désirez m'écrire, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.